Bonjour et bienvenue sur la Web TV Vignovin, Web TV qui sera réalisée dans le cadre du salon Vinitech. Ce sera une série d'interviews qui vont être réalisées, que vous pourrez trouver dès demain sur les différentes plateformes. Dès aujourd'hui, quoi de mieux que de commencer cette interview par avoir la chance d'interviewer Jean-Marie Fabre, président des Vignerons Indépendants de France. Vous l'aurez compris, nous ne sommes pas sur le plateau de la Web TV sur Vinitech, nous sommes chez les Vignerons Indépendants de France à Charenton-le-Pont. Jean-Marie Fabre ne pouvant pas se déplacer, il nous a invités à venir le rencontrer quelques jours en amont du salon. Jean-Marie, merci d'avoir accepté de nous recevoir. Tu sais qu'on organise cette Web TV dans le cadre du salon Vinitech qui va s'ouvrir sûrement dans un état de morosité assez important. On a fait ce matin un point avec nos partenaires vignovins. On sait que déjà beaucoup d'entreprises n'iront pas à Vinitech, donc feront l'impasse pour des raisons purement économiques. Donc c'est un point. Donc on peut dire que d'ores et déjà, cette crise, elle ne touche pas que la viticulture, elle touche aussi les dégâts collatéraux que sont les entreprises et que sont les partenaires. Pour ma part, et se connaissant bien depuis longtemps, c'est la première fois, je disais, en plus de 30 ans d'expérience, participation aux vignerons indépendants en tant que partenaire par mon passé et à Vignovin. C'est la première fois que je vois de la morosité chez les fournisseurs des vignerons, parce qu'en général, on avait l'habitude de dire, pour plaisanter entre nous, les vignerons se plaignent un petit peu tout le temps. Aujourd'hui, c'est un mal profond qui touche la viticulture et qui vient impacter aussi les entreprises. Alors, ma première question, ce serait de commencer par un état général, avant de rentrer spécifiquement chez les vignerons, un état général sur la viticulture et ton appréciation de la situation générale. Alors oui, d'abord merci Alain, et bien évidemment ça me fait plaisir de pouvoir répondre à cela. Et puis le temps passé ici dans cette maison, à porter ensemble le même pavillon, forcément à tisser des liens. Et moi je te remercie d'avoir pensé aussi à nous. Bon, la viticulture française, mais pas que, traverse des moments complexes, compliqués. Là où tu as raison, c'est que je pense que, alors même si je suis encore jeune, vigneron, mais moi j'ai racheté il y a 26 ans à mes parents, et je pense que de mémoire, y compris de générations passées, on n'a jamais connu une conjonction de difficultés qui se soit autant accumulée en aussi peu de temps. Et la situation dont on hérite aujourd'hui, en fait, ça serait trop réducteur que de la limiter à un élément, mais depuis maintenant 5 ans, elle est la succession de crises multifactorielles qui ont démarré à l'aune des années 2019-20 avec la géopolitique, et souvenez-vous les taxes Trump, et l'actualité nous ramène à ce que peuvent être les enjeux géopolitiques et la puissance des relations commerciales à l'international. Puis elle a malheureusement perduré par les conséquences de la crise sanitaire qui a perduré en France pendant un peu plus d'1 an, mais dans beaucoup de pays pendant au moins 2 à 3 ans. Et puis ça s'est enchaîné avec toutes les conséquences du dérèglement climatique. De nouveau, un élément géopolitique lié à l'inflation, enfin qui a engendré de l'inflation, qui est le contexte de guerre en Ukraine, qui n'est toujours pas aujourd'hui résolu et qui pèse fortement sur l'ensemble du pouvoir d'achat des ménages, non pas français, mais du monde entier. Et puis de nouveau, on se retrouve dans une situation géopolitique un peu complexe, à la fois avec nos relations avec un des pays importants qu'est la Chine, et toutes les tensions que ça peut engendrer, et puis les relations à nouveau qui risquent d'être un peu plus tendues, commercialement parlant, avec les États-Unis, dont on pourra y revenir, mais qui reste malgré tout le premier pays consommateur au monde, et pour la France, nous sommes pour les États-Unis le premier fournisseur en valeur. Donc ça a un poids important, et en fait c'est la succession de ces crises multifactorielles qui a affaibli les gens qui font notre métier, parce que forcément, passer une crise, ça peut se faire avec à la fois l'accompagnement des banques, avec le soutien de l'État, avec la capacité à avoir des stocks, à pouvoir gérer nos entreprises de manière à pouvoir faire face à ces aléas succincts, j'allais dire, mais parfois très soudains et qui ne sont qu'un aléa. Aujourd'hui, ça a duré, ça s'est succédé, et on a affaibli, on a donc durablement amenuiser notre pouvoir de résilience, de résistance, et on se trouve finalement en France avec peu de zones épargnées, peu d'entreprises épargnées, quel que soit le modèle, et on est arrivé au bout, à ce moment où on est à la charnière, où l'élastique peut casser. Et donc la situation que nous vivons, elle est là. Donc il n'y a pas une réponse, mais des réponses. Il n'y a pas un outil pour répondre à l'ensemble des crises, mais il y aura des outils. Mais par contre, il y a une urgence, c'est celle de laisser la tête hors de l'eau, économiquement parlant, à des entreprises qui investissent, qui aménagent, qui emploient, qui créent une valeur et un rayonnement, et derrière elles, qui entraînent. Puisque tu disais effectivement des entreprises partenaires, si je le dis en 3 chiffres, la viticulture française, c'est quoi? C'est 92 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 32 milliards exactement d'entraînement. C'est-à-dire des entreprises connexes à notre secteur,
60 milliards directement liés à la production, et là-dedans les vignerons indépendants, c'est 65% de cette valeur. C'est 15 milliards d'excédent commercial brut à l'export, donc ça fait partie des 3 secteurs qui performent encore pour la France à l'export. Et c'est aujourd'hui plus de 500 000 emplois répartis dans 22 000 communes en France. Donc on voit bien que l'enjeu de la performance de nos TPE, nos fantassins de l'économie française, c'est aussi la performance des territoires, c'est aussi la performance du tissu économique dans ces zones rurales, c'est aussi l'attractivité et la capacité à faire rayonner et la vitalité et à irriguer la vitalité au cœur de ces territoires. Est-ce que tu penses que aujourd'hui, le profit d'une entreprise de vignerons indépendants est un petit peu plus protégé de la crise que certaines autres? Et surtout, quels sont les profils des entreprises viticoles qui sont réellement en danger? Est-ce qu'on peut en cibler quelques-unes, des vraqueurs, des... Alors, c'est très complexe, encore une fois. Je pense que nos entreprises ont cette capacité à être des entreprises très agiles, capables de s'adapter très vite, parce qu'en fait, elles prennent directement l'aléa quand il arrive, quel qu'il soit d'ailleurs, économique, climatique ou sanitaire. Au moment où l'aléa arrive, il faut très peu de temps entre le moment où on vit l'aléa et le moment où on a des conséquences directes sur notre réseau de distribution, sur notre commercialisation et donc sur la tension économique de gestion de nos entreprises au quotidien. Il y a d'autres entreprises, je pense à la coopération par exemple, qui a cette capacité à tamponner dans le temps, à assumer cet effet tampon et donc à diluer dans le temps l'effet d'une crise. Alors c'est le cas quand il y a une crise, et que comme toute crise, c'est un moment où ça ne fonctionne plus, mais où on va rebondir pour fonctionner différemment. Quand on a cette succession de crises multifactorielles, on voit bien qu'il y a des modèles économiques qui sont défaillants et qui le resteront et qui ne passeront pas le cap. Et pour le coup, ils sont tout autant mutualistes qu'à d'entreprises privées. C'est souvent effectivement les gens qui ont peu ou qui ne maîtrisent pas le réseau de distribution. La force d'un vigneron indépendant aujourd'hui, c'est que pour 70% d'entre nous, on maîtrise notre réseau de distribution. En France, à l'export, il est à la fois fait de circuits très courts, caveaux, vente au domaine, mais aussi en salon, donc en B2C, mais il est fait aussi de la chaîne de valeur, de la restauration, du CHR, des cavistes, et de l'export avec une dimension qui nous permet d'être dans des endroits où la valorisation de la production peut se créer. Mais, et il y a un mais, c'est que ces entreprises doivent aussi assumer un niveau d'investissement important. On investit au vignoble, on investit à la transformation, à l'élevage, au conditionnement, à la commercialisation. Et ce sont des TPE dont l'encours moyen bancaire est très élevé par rapport au reste du monde agricole. Et encore aujourd'hui, j'en parlais avec les services du cabinet de la ministre, parce qu'il faut trouver des éléments pour justement alléger la dette bancaire. Mais on fait partie, dans tous les secteurs agricoles, des entreprises qui ont l'endettement bancaire le plus fort, et donc qui finalement, dans un moment de crise multifactorielle, sont en train d'être asphyxiés par le poids de la charge qui est la leur, à la fois, encore une fois, de la production et de la commercialisation. Donc je pense qu'il y a des modèles qui performent, il y a des modèles qui performent aujourd'hui, mais qui sont asphyxiés par l'endettement bancaire et qui peuvent continuer à être performants demain. Par contre, je suis certain que le modèle qui aujourd'hui est celui de la production d'une matière première et qui dépend d'une tierce personne pour assumer sa commercialisation, soit c'est un modèle économique qui a peu de durée de vie, soit qui va être forcément très soumis à l'aléa, à la fluctuation de la conjonction internationale et de la capacité à son partenaire à écouler ou pas. Je dirais que c'est des modèles qui seront de plus en plus fragiles. On ne peut pas ignorer les événements climatiques, peut-être plus toi que d'autres, ou du moins dans ta région. On a vu la grêle, les inondations, le gel, la sécheresse, qui vient impacter quand même énormément la viticulture. Je sais qu'il y a un rapport qui est sorti des vignerons indépendants il y a quelques jours sur l'état des vendanges de cette année qui est exceptionnellement basse. Je crois que c'est en dessous du minima des 10 ou 15 dernières années, si j'ai bien mémorisé la chose. Est-ce que ça veut dire qu'à terme, soit on met en place des assurances climatiques, soit un jour il faudra dire les vignobles du Sud, il va falloir qu'ils se déplacent vers une partie plus septentrionale? Alors surtout pas, parce que ça voudrait dire qu'il n'y aurait des aléas climatiques liés au dérèglement climatique que dans une zone en France ou dans le monde. Et ça, c'est une erreur. Il y a aujourd'hui quelque chose qu'on ne peut contester, c'est le dérèglement climatique. Et il ne frappe pas la France, il ne frappe pas le Sud, il ne frappe pas un département, il frappe tous les pays du monde entier, et quelle que soit leur production et quelle que soit leur latitude de production. Et ce qui a fait d'ailleurs que l'Italie l'année dernière a été pour la première fois depuis très longtemps le second pays producteur au monde derrière la France, c'est tout simplement les conséquences des aléas climatiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui on ne produira pas de céréales, ou très peu, dans le nord de la France, ce sont les aléas climatiques. Et donc je pense qu'il n'y a pas de lieu dans le monde aujourd'hui, de latitude, où le dérèglement climatique avec sa cohorte d'aléas ne viendra fragiliser notre production. Pourquoi? Parce que nos entreprises sont à ciel ouvert.
et que les conséquences du dérèglement climatique sont le gel, la grêle, le trop d'eau ou le pas assez d'eau, c'est-à-dire l'arythmie hydrique, avec toutes ses conséquences, eh bien, elles pèsent essentiellement sur le secteur agricole, et la viticulture en particulier, bien sûr, puisque c'est celle-là à laquelle je m'attache, mais qu'elle est la résultante de l'activité humaine planétaire. Et donc, globalement, on est tous fautifs du dérèglement climatique, on est quelques-uns à en payer l'addition. Et c'est là-dessus qu'il va falloir qu'on joue, parce que la fausse idée serait d'imaginer que parce qu'on aurait de la vigne demain, et c'est tant mieux, et il y en a, et je pense qu'il pourrait y en avoir ailleurs, en Bretagne, en Normandie, dans le Pas-de-Calais ou en Grande-Bretagne, ça voudrait dire que peut-être on les battra en plus du rugby aussi pour la qualité de leur vin, et qu'ils seraient épargnés par les aléas climatiques, c'est une erreur. Il n'y a pas un vignoble français cette année qui est passé au travers de l'aléa. C'est le gel, c'est la grêle, c'est le trop d'eau, c'est le pas assez d'eau. Parfois même, il y a des vignobles, je pense à Chablis, je pense à la Champagne, je pense à la Loire, qui ont vécu dans le même millésime 2 aléas. Donc imaginez que c'est juste une problématique du pourtour méditerranéen serait une erreur. La sécheresse est une problématique qui se manifeste violemment chez moi, mais sur lesquelles on doit agir. Tu sais, Jacques Chirac a dit à une époque, je ne me souviens plus exactement la phrase, mais ça devait dire ça, notre planète brûle et on regarde ailleurs. C'est vrai. Bon, la France est face à son destin climatique. Elle regarde ailleurs et on laisse faire ou on agit. Ben, nous, notre position, elle est très claire, c'est il faut agir. Il faut agir parce qu'à l'époque de mes parents ou de mes grands-parents, il y avait un aléa climatique tous les 20 ans. Et donc, comme c'est la norme, c'était l'année tranquille et l'exception l'année d'aléa, avec un peu d'épargne, un stock, un accompagnement des pouvoirs publics, eh bien, tu sortais rapidement la tête de l'eau et ton entreprise passait l'écueil. Cette année, on mesure bien, plus que n'importe quel moment de notre vie professionnelle, que la norme, ça sera l'aléa. Non, la norme, ça sera les aléas, tous les ans, de manière récurrente et de plus en plus violente. Et les analyses qui sont faites avec l'élévation de la température me permettent de dire que certainement, ils seront de plus en plus violents. Et qu'on n'a pas d'autre solution que de s'en protéger. Parce que sinon, nous mettrons tous la clé sous la porte. Comment s'en protéger? Un système d'assurance climatique? Alors il y a 2 outils. L'assurance, on voit bien que si c'est la bonne idée, elle est en train là aussi de trouver ses limites. Pour 2 raisons. D'abord parce qu'on est soumis à un contexte autour de l'assurance multirisque climatique qui est un contexte de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et ce qu'on appelle dans le jargon la moyenne triennale ou la moyenne olympique. Et cette moyenne olympique, elle est tellement faible par la récurrence des aléas que quand l'assurance doit se déclencher, eh bien l'indemnisation est très faible. Et donc elle ne permet pas la vitalité, la survie, la pérennité de nos entreprises. Et donc pour à la fois assurer la vie de nos entreprises, mais aussi le maintien de nos parts de marché, il faut pouvoir assurer la production. Et pour assurer la production, on n'arrêtera pas l'aléa. Il grêlera toujours. Il y aura toujours trop d'eau à certains endroits ou pas assez, et il y aura peut-être du gel et de la grêle à d'autres moments. Mais si on est capable de protéger contre les aléas notre vignoble, et que l'impact, quand il arrive d'aléa, au lieu de faire chuter notre production de 80, de 90 ou de 100%, elle la fait chuter que de 10 ou de 15%, parce que le vignoble est protégé, ça veut dire que je produis 85 ou 90%. Donc je suis capable d'assumer mes parts de marché, et donc derrière la vitalité économique française et de mes territoires, j'assure mon débouché commercial et donc la vie de mon entreprise, je continue à générer de la fiscalité pour 9 milliards d'euros à l'État français et d'être à l'initiative, collectivement, des 500 000 emplois et des 92 milliards de chiffre d'affaires français. Et en même temps, je rends le produit d'assurance performant. Et donc, on a 2 façons. Soit on regarde la nature nous imposer le dérèglement climatique et on intervient toujours a posteriori. Mais ce n'est pas 1 milliard tous les ans, ça sera 2 ou ça sera 3 durablement, mais on aura perdu des parts de marché. Et croyez-moi en plus, et tu le sais mieux que quiconque, les gens qui font ce métier, ces hommes et ces femmes passionnés, ils ne veulent pas vivre d'accompagnement, ils ne le font pas pour ça. Ce sont des chefs d'entreprise dynamiques qui investissent, qui ont besoin de voir leurs produits tels qu'ils l'ont créé être appréciés sur des tables françaises ou internationales. Ils ne le font pas pour être perfusés par des subventions, et en même temps, l'État, je le pense, et les collectivités, n'auront pas les moyens de mettre durablement 3 ou 4 milliards d'euros sur la table tous les ans. Et donc, investir massivement aujourd'hui pour les outils de protection, c'est faire des économies durables après, c'est assurer la vie de cette catégorie de professionnels, c'est assurer la vitalité des territoires et des entreprises qui nous sont connexes. Donc, investissons 2 à 3 milliards d'euros sur les 3 ans qui arrivent, protégeons notre vignoble de la grêle, du gel ou du manque d'eau, et on va à la fois renforcer la performance économique du secteur, la durabilité de nos entreprises, la capacité à continuer à challenger sur les parts de marché qui s'ouvrent, et surtout on rendra efficace le produit assurantiel et on ne demandera plus d'intervention publique. Investissons plutôt que réparons. Investissons a posteriori plutôt que réparons, a priori pardon, plutôt que réparons a posteriori, ce qui a énormément finalement de dégâts. Je vais juste citer un chiffre.
2021, gel historique, tu le disais, c'était la plus petite récolte des 100 dernières années. 24 sera certainement en dessous de 2021. L'État a mobilisé 1 milliard d'euros sur la viticulture. C'est beaucoup, 1 milliard. Mais le chiffre d'affaires perdu, c'est 12 milliards. Donc je pense que si on est capable d'investir 1 milliard d'euros ou 2 pendant 2 ou 3 ans, ou 3 pendant les 3 prochaines années, on protège notre vignoble et durablement, on continue à générer une économie et on fait des économies dans le temps. Alors je voulais aborder avec toi le sujet de l'exportation, qui est un sujet clé. On connaît la décroissance de la consommation européenne et française. On sait que la consommation mondiale, elle ne se porte pas si mal que ça. Et globalement, on a vu dans les années 2000, d'ailleurs il y a un rapport qui est sorti qui est assez frappant, qui dit que si on était capable d'exporter les volumes qu'on exportait encore il y a en 2000, on n'aurait peut-être pas la crise auquel on serait confronté aujourd'hui. Alors on l'a vu, on l'a vécu, entre 2000 et 2004, les courbes se sont croisées, la France a perdu les parts de marché, l'Italie et l'Espagne ont progressé, nous ont dépassés, gardent leur niveau d'exportation, et nous n'y arrivons pas. Quand on lit d'autres rapports qu'on a pu lire, on s'aperçoit que sur le plan de la compétitivité tarifaire, nous ne sommes pas mauvais, on est classé souvent dans les seconds, donc on a la 3e position à l'export, on est plutôt classé. Mais quand on regarde notre capacité à conquérir les marchés, à convaincre, on est plutôt 7e, 8e, 9e. Qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à convaincre et qu'est-ce qui fait que, est-ce que ça vient de la taille de nos entreprises par rapport à nos concurrents, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à exporter correctement, on ne parle pas assez anglais? Bon, d'abord, juste je veux tordre le cou à cette idée que la déconsommation serait quelque chose qui nous soit tombé sur la tête sur les 3 dernières années. Ça c'est faux, on est d'accord. Voilà. Moi, encore une fois, je me suis installé hier matin, il y a 26 ans, et c'était déjà moins de 70 litres par an et par personne. Donc les fameux 120 litres, c'était ceux de mes arrière-grands-parents ou de mes grands-parents. Et donc cette évolution du vin aliment au vin plaisir, elle ne date pas d'aujourd'hui, mais du début des années 80 ou de la fin des années 80, début 90. Et heureusement, finalement, qu'aujourd'hui, on a une génération qui consomme du vin. D'ailleurs, rappelons que le vin reste la boisson préférée des Français. Depuis 2 ans, c'est redevenu la boisson préférée des Français. Que d'ailleurs, c'est la boisson préférée des moins de 28 ans. Et que pour nos salons vignerons indépendants, qui brassent à peu près 700 000 visiteurs par an, ben, la tranche d'âge la plus présente, c'est les moins de 30 ans. Intéressant. Donc je pense qu'on n'est pas obligé de considérer que les jeunes ont tourné le dos au vin et que les jeunes ne souhaitent pas demain faire de ce produit-là un produit pour eux qui les amènerait à le consommer. Par contre, ce que je sais, c'est que les lieux, les moyens, les moments, la manière de consommer ces vins a changé. Instant. Et que, bien sûr qu'il faut continuer à faire briller ce produit culturel, gastronomique, au travers de tout ce qu'on peut avoir comme décorum professionnel, mais que la réalité, c'est qu'il faut désacraliser aussi et se tourner vers cette jeune génération en lui parlant de manière simple, en l'amenant à découvrir un produit de plaisir, un produit fait d'émotion, un produit fait d'hommes et de femmes, de personnalisation. C'est ce que recherche le consommateur. Alors, la consommation internationale, elle n'a pas baissé puisque de 2000 à 2020, elle a progressé dans le monde de 20 millions d'hectos. 20 millions d'hectos. Et que la production mondiale n'a pas changé sur ces 10 dernières années, au gré des aléas climatiques, mais elle est quasiment la même, de manière assez linéaire. Et qu'en même temps, d'après les différents rapports, on devrait passer à plus de 9 milliards de personnes d'ici à 2050. Donc il n'y a pas de raison que, alors que dans beaucoup de pays, la découverte du vin, la consommation du vin continue à progresser, qu'on va passer de 7 milliards et demi à 9 milliards, le vin soit moins consommé dans les années qui arrivent. Moi je suis optimiste sur notre capacité à voir le vin continuer demain à gagner et à prendre des parts de marché. Alors pourquoi la France est peut-être en difficulté? Alors elle l'est sur le côté volumique, hein, Oui, parce oui. qu'on reste le premier pays en valeur exportateur. D'ailleurs, l'Espagne et l'Italie cumulées ne font pas le même chiffre d'affaires que la France seule. Alors qu'à eux deux, ils commercialisent 3 fois plus à eux deux cumulés que la France. Oui, après on sait qu'on a des grands crus, qu'on a des cognacs, qu'on a des arbres qui cachent la forêt. C'est une évidence. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, ces produits-là sont capables de se vendre seuls, avec leur image, avec leur notoriété, et que la France a cette plus-value historique et qu'elle continue à avoir vis-à-vis du consommateur international. Quand on parle du vin, qu'on soit consommateur historique ou qu'on soit néophyte, la France fait référence. Mais elle fait référence sur des produits emblématiques, sur des produits valorisés, sur des produits de qualité. Et qu'à côté de ça, on n'a pas été capable de raconter une histoire pour les produits d'en dessous. Je vais te dire le fond de ma pensée. On continue à penser que le consommateur achète du prix. Si c'était le cas, la 8e marque internationale, c'est la première française. Cette marque-là, elle fait 100 millions de bouteilles dans le monde, à moins de 4 euros. Il n'y a pas moins cher. Or, la première marque, elle fait 280 millions à 9 euros. Et dans le panel des 7 marques qui suivent, il n'y a rien en dessous de 9 euros.
voire même il y en a à 12 ou à 13 euros. Si le consommateur international cherchait du prix, c'est notre marque française qui serait à 300 millions ou à 400 millions. Donc le consommateur d'aujourd'hui et encore plus celui de demain n'achète pas du vin par le prix et encore moins par le bas prix. Ce qui lui importe, ce qui compte, c'est quoi cette bouteille? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qui me la vend? Quelle âme? Quel produit? Quelle histoire? Quelle émotion? Et donc je pense que pour performer demain, plutôt que de globaliser, plutôt que de concentrer et de massifier, on a besoin de différenciation. On a besoin d'une image individuelle. Le consommateur, y compris à l'autre bout de la planète, il a besoin de se dire « ce vin, je le connais, c'est celui d'Alain Courbière ». Vous le voyez, il est chauve, il est grand, il est beau, il est petit, il est jeune, il est rigolo, il a une histoire singulière. Et c'est ça qui me parle. Parce que quand je mets une bouteille de vin sur la table, y compris avec mes copains à l'apéro, j'ai besoin d'expliquer ce qu'il y a derrière. Alors pas s'il y a une histoire géologique, pas si on est fait de cépages avec un assemblage, avec de l'égrappage et de levain. Tout ça, c'est une connaissance supérieure qu'on acquiert ou pas finalement. Mais le vin, c'est pas ça avant tout. C'est du plaisir, c'est de l'émotion, c'est du partage. Et on n'a pas su emprunter, y compris sur nos marques internationales, ce créneau de la capacité à se différencier, à expliquer une histoire. Je partage 100% cet avis, je sais que tu le sais très bien. Les alternatives aux produits vins aujourd'hui, désolcalisation partielle, voire totale, aller vers des nouvelles boissons, aller potentiellement se tourner vers le no-tourisme, aller vers de la bière pour les vignerons. Est-ce que ce sont des solutions à court terme, à moyen terme ou durables? Alors je vais dissocier deux choses, le no-tourisme de toutes les autres productions. On est d'accord. Le no-tourisme, pourquoi? Parce que c'est ce qui fait justement que tu crées un lien direct avec ton consommateur. Les vignerons indépendants, et tu le sais pour être dans cette maison, sont sur le sujet depuis une petite trentaine d'années déjà, de manière plus massive depuis 15 ans. Et je vois que beaucoup, qui jusque-là considéraient que c'était une fantaisie, quelque chose qui était issu de petites entreprises qui s'amusaient autour de quelque chose un peu anecdotique, comprennent tout le fondement même de ce que cela peut amener en termes de consolidation. Alors, non pas en tant que complément de revenus, parce que c'est un terme que je ne peux pas accepter. Complément de revenus. Ça voudrait dire que mon revenu, j'accepte qu'il soit très bas et qu'il faille que j'aille chercher ailleurs une compensation. Mais au contraire, en termes de construction de valeur et donc d'enrichissement supplémentaire. Pourquoi? Parce que quand je suis capable de faire venir dans mon écrin, dans ton écrin, dans celui des hommes et des femmes qui, sur leur territoire, mettent en valeur leur patrimoine géologique, leur terroir, mais aussi mettent en musique ou en synergie l'ensemble des acteurs locaux, eh bien, on crée une attractivité, mais on crée aussi un enracinement du consommateur, qui comprend le produit autrement que parce qu'il l'a acheté sur un linéaire ou dans un restaurant ou chez un caviste. Et donc, cette capacité à faire venir, à faire finalement être ambassadeur de ton produit, un Français ou quelqu'un du monde entier, te garantit deux choses. D'abord, que quand il va repartir chez toi, c'est ton meilleur VRP, c'est ton meilleur ambassadeur, et ensuite qu'il a fait un lien direct entre le produit, quel qu'il soit, là c'est du vin en l'occurrence, et l'émotion, l'homme ou la femme qui est derrière. Et ça, c'est indissociable. Et donc ce volet-là de l'œnotourisme, cette capacité à créer réellement de la dynamique, de l'aura, de la notoriété avec une expérience consommateur qui derrière amènera forcément à quelque chose qui sera valorisé, c'est central. C'est central parce que je te le disais tout à l'heure, il faut parler à nos consommateurs en les touchant, avec de l'émotion, avec de la personnalisation, avec quelque chose qui est incarné et pas quelque chose qui est dématérialisé ou qui est industriel. Ça marche beaucoup, beaucoup moins bien, en tout cas pour le vin. Le reste, pour moi, c'est pas à balayer parce que ce sont des opportunités, ce sont des éléments qui doivent permettre à une partie de la production viticole peut-être de toucher d'autres cibles et d'autres consommateurs à d'autres lieux ou d'autres moments. Je pense qu'aujourd'hui, on est aux prémices de tout ce que peuvent être les boissons à base de vin, les vins édulcorés, les vins sans alcool ou à faible degré d'alcool. Je pense que tout ça, malgré tout, relèvera derrière d'une stratégie marketing et à deux niveaux, soit encore une fois avec un niveau industriel, et quelque part, il faudra des marques internationales très fortes. Et pour l'instant, j'en vois pas poindre. Et si demain, on a la volonté de faire du vin un produit destiné à ce type de vin, eh bien, il faut qu'on ait 3 grands groupes, 4 grands groupes français qui se lèvent et qui disent « Moi, je fais 200 millions de cols. Moi, je fais 500 millions de bouteilles. Et je vais inonder, puisqu'apparemment, c'est un segment de marché qui est demandé au grand export par les consommateurs, le marché international derrière une marque très forte. Et les gars, fournissez-moi de la matière première. » Ça peut, ça doit exister. Peut-être ça ne sera pas nous qui fournirons ces produits-là, mais si derrière ça permet d'asseoir un peu plus la performance au cœur des territoires de production qui sont en train d'être aujourd'hui dans l'impasse de modèles économiques, tant mieux. Mais ça veut dire stratégie industrielle, d'approvisionnement jusqu'à la distribution, avec de la contractualisation et une capacité à pouvoir, comme dans un marché industriel,
avoir une contrepartie entre le fournisseur et le distributeur. Par contre, je pense que et je le vois de plus en plus, pour nos domaines, il y a parfois cette espèce de différenciation, cette touche un peu du pet nat, du produit un peu sans alcool, du jus de raisin qui vient compléter une gamme. On est là dans un complément de gamme qui permet parfois de faire arriver des gens qui sont néo-consommateurs ou pas du tout attirés par le vin, par un produit complémentaire, connexe. Mais encore une fois, quand je le vois sur les salons pro ou sur les salons particuliers portés par nos entreprises, tout ça est toujours lié à un côté humain. Et on vient au vin nature, on vient au vin sans alcool, on vient aux boissons à bas degré, on vient au jus de raisin, parce qu'on vient avant tout à la femme ou à l'homme qui porte ce produit et qui va le marketer avec son identité, avec son côté un peu décalé, et j'allais presque dire, en cassant les codes de ce qu'est le vin, on les ramène tranquillement à ce qu'est le produit. Alors non pas le plus noble, mais finalement celui sur lequel on s'exprime le plus, c'est celui du produit vin. Alors, dans les années 50-60, la PAC a poussé les vignerons et l'agriculture en général à devenir monoculture. On entend parler de plus en plus aujourd'hui de vignerons ou d'agriculteurs qui retournent vers une forme de polyculture pour ne pas dépendre d'une seule culture. Est-ce que c'est là aussi une solution qu'il faut envisager ou est-ce qu'il ne faut pas, il faut rester dans la stratégie qui est celle que l'on a aujourd'hui quand on est vigneron? Alors d'abord, la PAC, elle ne nous a pas, à nous en tout cas, touché de la même manière que ce qu'elle a pu toucher d'autres cultures. Et que quand tu es vigneron ou viticulteur, c'est compliqué parfois d'être sur plusieurs autres cultures. Hein. Ça peut, on voit bien qu'il y a des arbres avec des périodes de culture qui sont différentes, mais quand tu vas au bout de la transformation et de la commercialisation, ça te laisse peu de temps ensuite pour générer d'autres activités agricoles. Donc il faut bien avoir en tête ça, c'est que si je suis juste fournisseur de matières premières, je peux enchaîner des cycles agricoles avec des périodes différentes de fruits et de fruits divers d'ailleurs, arboricoles et puis de vignes, parce que le pas de la culture, le pas de temps de la culture le permet. Mais si entre-temps je dois élever, vinifier, conditionner, marketer et être mon VRP, ça laisse moins de temps. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut fermer la porte. On voit aujourd'hui des gens qui se diversifient sur des surfaces un peu plus anecdotiques, mais avec des produits connexes, ou qui viennent trouver finalement une adaptation parfois au dérèglement climatique et qui viennent s'assurer aussi d'une part de stabilité économique. Je crois que c'est aussi dans l'air du temps. Je crois par contre que la grande évolution, ça sera de changer nos pratiques culturelles, de les adapter. Je crois que je disais tout à l'heure, il faut se protéger du dérèglement climatique en investissant massivement, mais on a aussi une part de travail à faire sur l'innovation, sur la robotique, sur la technologie, sur l'IA, dont il ne faut pas qu'on se détourne, mais aussi sur les cépages résistants, adaptés à la sécheresse, sur nos modes de culture. On a eu des rencontres nationales pendant 2 ans qui ont tourné autour de la vie des sols, de la capacité à avoir de la matière organique, à capter de l'eau et du carbone, sur l'agroécologie, sur l'agroforesterie. Pour moi, attention, il ne faut pas faire d'un modèle le modèle unique, ça serait envoyer la majorité dans l'impasse, mais c'est la complémentarité de ces modèles qui peut-être demain fera la performance du secteur. Pour rester sur le sujet de la PAC et au travers de France Agrimaire, est-ce qu'aujourd'hui le principe de financement de la PAC vis-à-vis des vignerons est bien adapté à la problématique que l'on rencontre ou est-ce qu'il faudrait le remettre en question? Eh bien, il y a 2 manières de le voir. Moi, je pense qu'il est bien adapté. La PAC, c'est quoi? C'est une aide à la production agricole. Dans tous les secteurs agricoles, sauf 2, on te donne une aide à l'hectare. Et l'aide à l'hectare, elle fait 300, 400, 500 euros en fonction de quelques critères. Pas pour la viticulture. Et pas pour la viticulture, mais on pouvait. Oui, c'est le choix qu'on a fait. On n'a pas fait le choix d'aider le producteur parce qu'il produisait, mais par contre à l'aider pour investir, pour s'adapter, pour être compétitif. Et donc sur cet effet levier des quelques mesures que l'on a ciblées, depuis maintenant quelques années, il y a tout ce qui est investissement au vignoble, ce qu'on appelle la restructuration du vignoble. Et moi, dans ma région Occitanie, on est passé de 450 000 hectares à 230, en ayant un vignoble qui était quasiment monocépage, je l'exagère, mais avec 3 cépages, et qui en a 60 aujourd'hui. Et donc on voit bien que ce qui était par exemple le segment des vins d'entrée de gamme s'est transformé en IGP, notamment avec le rayonnement majeur des vins de cépage au travers de Pays d'Oc, qui aujourd'hui fait 60% de la production de mon bassin. Donc grâce à un investissement ciblé à effet levier pour ceux qui devaient continuer leur métier et pas une aide à l'hectare parce que tu étais agriculteur, on a permis d'aller vite à cette adaptation ou en tout cas à ce virage dans une culture pérenne qui s'est quand même opéré à une 20aine d'années, ce qui n'est pas simple dans un secteur comme le nôtre. C'est l'investissement sur les chais, à la fois à la production, donc à la vinification, avec la maîtrise du froid, avec la maîtrise de techniques de vinification qui sont parfois moins consommatrices d'énergie, mais plus dans le profil de produits divers et variés, on l'évoquait tout à l'heure, notamment avec de la technologie parfois, ou avec des innovations, y compris des retours en arrière. Je pense aux amphores, je pense aux nouvelles cuves à neuf béton, aux troncs coniques. On a
tout un panel de l'innovation qui a été fait au chai, à la vinification, à l'élevage, au conditionnement, au marketing, avec une nouvelle approche, avec la capacité à pouvoir se différencier. Et ça a été aussi encouragé par la politique agricole commune, ce qu'on appelle chez nous le programme sectoriel de l'OCM. Et il y a tout le volet de promotion pays tiers. Et moi, je dirais demain, on a peut-être intérêt à se poser des questions sur le volet de l'onotourisme, parce qu'on a besoin d'aller chercher du financement pour adapter et continuer à promouvoir la capacité d'accueil sur nos territoires fait par nos entreprises. Donc moi, je ne suis pas d'avis de modifier l'aide PAC, parce que si on la modifie, on va revenir à l'aide à l'hectare. Et je ne suis pas non plus d'avis de considérer qu'on a déjà tout fait sur la restructuration et sur l'investissement au chai, parce que sur la restructuration du vignoble, les enjeux d'il y a 20 ans, ce n'est pas les enjeux d'aujourd'hui. Ouais. Et alors que la vigne est pérenne, et si on a de l'investissement sur le vignoble, il faut nous y accompagner aussi. Et je pense que c'est plus productif d'aider quelqu'un à investir et à s'adapter que de lui donner un droit au produire parce qu'il est simplement agriculteur. Bon, je sais que tu sors de l'Assemblée nationale, que tu as fait une opération commando à la nomination du nouveau gouvernement pour aller voir la nouvelle ministre de l'Agriculture. Est-ce qu'aujourd'hui tu as confiance en nos institutions et à leur engagement auprès de la viticulture ? Je vais essayer d'être lucide. Alors je suis quelqu'un qui pense que le pire est jamais certain et que si on veut aussi offrir de l'optimisme, il faut lever la tête et ne pas être trop défaitiste, mais en même temps, il ne faut pas être le ravi de la crèche et pas être trop empreint de naïveté. Je commence à avoir quelques cheveux blancs et moi j'avais encore quelques cheveux, ils commencent à blanchir et ces cheveux-là me disent aussi de pas toujours être naïf, mais je pense que malheureusement on n'a plus la dimension d'intervention économique que nous mériterions. Et aujourd'hui, faire ces choix demande aussi à injecter derrière des politiques publiques. Alors, je pense qu'on a le choix de prioriser des choses. Je pense qu'il y a une écoute. Je pense que de plus en plus, finalement, contrairement à ces 15 dernières années, les élus territoriaux, des mairies, des collectivités locales, régionales, et de plus en plus de parlementaires ont conscience du rôle que joue notre métier au cœur des territoires, mais aussi pour tout ce qu'ils amènent en termes d'aménités positives. Je dis souvent, la vigne c'est le premier canadair. Dans ma région aujourd'hui, chaque fois qu'un incendie se développe ou qu'il se met en place, les pompiers disent où sont les vignes ? Bon, mais là c'est des vignes 5 canadaires et on va intervenir ailleurs. Le jour où la vigne aura reculé, on aura un incendie qui, comme aux États-Unis, au Canada, en Australie ou en Grèce, parcourra 200, 300, 500 000 hectares. Et donc derrière, c'est la biodiversité, c'est les biens, c'est malheureusement les personnes qui seront affectées. Donc on a tout intérêt à maintenir en place un tissu fort, d'une économie forte, bien sûr parce qu'elle serait performante, et donc de l'accompagner dans ces transitions. Et je redis aujourd'hui, la première des transitions, elle est face au dérèglement climatique. Si on donne aujourd'hui les moyens à la France pour se recalibrer en matière d'arrachage et donc d'adaptation du vignoble, si on nous donne la trésor pour pouvoir nous oxygéner et être compétitifs, mais qu'on ne règle pas la problématique du défi climatique, eh bien l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, les entreprises seront à genoux et arrêteront, parce que c'est l'enjeu du 21e siècle auquel il faut qu'on soit en capacité de répondre. Donc je pense que les gouvernements, alors on voit bien que les couleurs parfois changent, ont conscience de ça. Quel est leur levier d'interaction ou d'intervention? Il est de plus en plus faible, parce que globalement, je pense qu'on a un pays qui est économiquement aujourd'hui en difficulté. Alors pour conclure, je me rappelle il y a quelques années en arrière, pas si vieux que ça, être à tes côtés sur une scène à Narbonne, dans un contexte où tu voulais parler de casser les codes, et je me rappelle avoir dit aux vignerons, à ta demande, et parce que tu sais que j'étais un peu un agitateur sur le principe, en disant, je leur avais dit, arrêtez de vous excuser de n'être que des vignerons, vous êtes des créateurs de valeur, et vous êtes surtout les créateurs des vins de demain. Est-ce que cette affirmation aujourd'hui, Jean-Marie, comme une note d'espoir, elle est encore vraie à tes yeux, et il y a encore une volonté de la part de la viticulture? Alors moi je pense que c'est une vérité, ce que tu dis là. Est-ce qu'on a tous cette lucidité pour pouvoir en être conscient? Au fur et à mesure que les difficultés s'accumulent, on perd cette lucidité. Mais si je fais abstraction du contexte émotionnel, de souffrance et de difficulté qui est réel, je pense que oui. Je pense que oui parce que tout me pousse à penser en plus que notre modèle, celui de l'artisan, celui du créateur, celui qui fait du cousu humain, alors pas en opposition avec les autres, mais celui-là en tout cas, est pile poil dans la cible de ce qu'attendent les consommateurs français et internationaux. Quand je regarde les courbes, il y a 10 ans de ça, 2013 par contre, 2023, on est passé de 70% de vin acheté en GD à moins de 5 euros, à 79% de vin acheté en GD, en grande distribution, à plus de 11 euros. Et dans cette période, la GD qui représentait
plus de 2 bouteilles sur 3 représentent moins d'une bouteille sur 3 aujourd'hui. Donc le consommateur a changé, la demande a changé. Et qu'est-ce qui incarne au mieux la demande du consommateur? Ce que nous sommes. Alors que nous sommes, ou que peuvent être d'autres modèles, mais à condition d'incarner le produit, de le raconter, d'y transpirer, et finalement de laisser transparaître derrière tout ça quelque chose qui le ramène à une valeur humaine et émotionnelle. Je crois que cette génération qu'on a appelée les Z, les Y, les double Z, les W demain, je ne sais pas comment on les appellera, certes elle est très, sur les réseaux sociaux, très immatérielle dans sa façon de concevoir sa vie au quotidien, mais elle a besoin de valeurs, elle a besoin de repères, et ce que nous incarnons est forcément un repère pour cette génération-là, pour celle qui arrive, mais tant en France qu'à l'export, et on le voit sur nos salons, et peut-être je peux conclure par ça, mais sur les salons vignerons indépendants l'année dernière, la fréquentation a progressé et le panier moyen a progressé. On est passé d'une bouteille moyenne achetée à plus de 13 € à 17 €, dans un contexte économique terrible. Et donc, on voit bien que le consommateur n'est pas à la recherche d'un prix bas, mais de quelque chose qui lui procure des émotions et du plaisir, et ça, c'est pas juste le prix qu'il incarne, c'est les hommes et les femmes qui font ce vin. Donc oui, comme tu le disais, en 2017, c'était à Narbonne, je pense qu'il y a un véritable avenir pour des vins qui auront incarné quelque chose, qui transpireront des choses et qui se seront positionnés en étant vecteurs. Et aujourd'hui, je crois que notre métier, celui de l'artisan du vin, en quelques mots qui représentent malgré tout 60% de la production viticole française, eh bien ce sont des femmes et des hommes qui sont sur le bon créneau. Par contre, je sais que nous souffrons, parce que j'en fais partie, que c'est difficile en matière de stabilité économique, mais que si on est capable de passer cet écueil en ayant l'oxygène suffisant, on est le modèle, on a le modèle qui est capable de même être toujours aussi performant pour la France, pour les territoires, et puis pour le plaisir de celles et de ceux qui le font, mais aussi de celles et de ceux qui en abusent, non, qui en usent. Voilà. En tout cas, merci Jean-Marie d'avoir participé à ce plateau TV, à cette Web TV pour Vignovin. Merci de ta fidélité, merci de ton amitié. Bon, merci à vous et bon courage pour la suite. Merci Jean-Marie. Merci.